Pour les gens qui ne le savent pas, Reddit est une énorme plateforme communautaire basée sur la discussion sur à peu près tout et n'importe quoi. Chacune de ces discussions, ou topics, fait partie de ce qu'on appelle un subreddit, un grand espace de dialogue ou forum basé sur un sujet. Ça peut être un jeu vidéo, une ville, une personnalité, etc. Tout ce que vous pouvez imaginer a sûrement son propre subreddit. Et la plupart d'entre vous a déjà sûrement passé un moment dessus, que ce soit pour trouver des conseils sur quelque chose en particulier, discuter avec de parfaits inconnus ou simplement vous balader. Avec plus de 120 millions d'utilisateurs réguliers, Reddit est l'un des sites les plus visités d'internet derrière Instagram, Facebook ou encore Twitter. Mais quand on creuse un petit peu, on peut retrouver beaucoup d'histoires beaucoup plus sombres et enfouies que ce qu'on a l'habitude de voir sur la plateforme. Pour métaphoriser cette plongée dans les méandres du site, on se basera sur la célèbre image de l'iceberg que vous avez sûrement dû voir ces dernières années sur YouTube. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire mon propre iceberg avec tous les subreddits, topics ou utilisateurs dont j'ai envie de vous parler. Chaque chapitre de cette vidéo nous plongera dans des histoires de plus en plus méconnues ou dérangeantes, alors préparez vos combinaisons, on s'apprête à s'enfoncer jusque dans les parties les plus obscures de Reddit. Bienvenue dans les archives ragaïennes. Bonjour à tous. Avant de commencer, oui, la vidéo sera peut-être un peu plus longue que d'habitude, mais ça nous laissera le temps de tout décortiquer et de ne rien survoler, parce que croyez-moi, j'ai trouvé des sacrées choses dans mes enquêtes. Tout a été dit dans l'intro qui vient de passer, les gens qui connaissent le concept de l'iceberg savent ce qui va se passer. À la base, en 2023, donc ça remonte un petit peu, je voulais faire un iceberg de YouTube avant que Feldup lui-même en sorte un, et le problème c'est que j'ai tout perdu, du coup je me suis dit que c'était peut-être enfin le moment de recommencer, mais pas sur YouTube, mais plutôt sur Reddit, puisque c'est un sujet qui a été un peu moins traité, un peu plus compliqué à décortiquer. Cet iceberg, je l'ai séparé en plusieurs parties. On démarra par le ciel, où on abordera les subreddits, les histoires et les utilisateurs les plus connus du site. Donc si vous êtes habitué à aller sur internet, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Ce sera donc la partie la plus soft de la vidéo, avant le pic de l'iceberg. Là, les sujets seront un tout petit peu moins connus et à peine plus dérangeants. Rien de dangereux, ça nous prépare seulement pour la suite, car on ira ensuite se mettre à l'eau pour nous retrouver à la surface. Des histoires moins courantes, peut-être un poil plus obscures, mais toujours rien d'alarmant. On continue donc notre route pour nous retrouver sous la surface, dans les eaux claires. On aura beaucoup plus de choses à aborder et vous avez compris, des choses un peu bizarres, mais loin d'être trop effrayantes. Ensuite, tout est paré, on entre dans les eaux sombres. La lumière commence à se faire discrète, donc on aperçoit moins le danger qui peut venir de n'importe où. C'est là qu'on abordera des thèmes plus sérieux, voire même un peu effrayants. Si vous vous tenez jusque là, alors on ira jusqu'au fond de l'iceberg. Vous sentez la pression de l'eau sur vous et vous n'êtes à l'abri de rien. On se penchera sur des sujets troublants, même choquants pour la plupart. Certaines personnes auront envie de s'arrêter là, mais d'autres voudront continuer à plonger encore plus profondément jusqu'à atteindre les abysses. Il est maintenant impossible de faire marche arrière. Le danger gravite autour de vous et vous vous sentez comme écrasé sous la pression de l'eau au fur et à mesure que l'on traite des sujets qui en font partie. Il n'y a plus aucun son, seulement des échos dans votre tête et l'impression terrorisante que tout peut vous faire du mal. C'est ici qu'on va aborder les sujets les moins connus, sinon les pires. J'espère que vous êtes bien préparés. On va commencer par du soft, du gentil et du mignon, mais oui, c'est la suite qui sera plus compliquée. Bienvenue dans le premier iceberg de la chaîne, l'iceberg de Reddit. Commençons notre voyage. Je vous avais prévenu, on commence par du très soft. La page d'accueil du site, c'est là où vous pouvez retrouver tous les derniers posts des subreddits que vous suivez, ou même des posts populaires de ceux que vous suivez pas, un peu comme la page d'accueil de Twitter ou d'Instagram, qui marche exactement de la même manière d'ailleurs. L'algorithme vous amène un peu partout, ça vous permet de découvrir des nouveaux espaces de Reddit ou être à la page des dernières infos sur vos centres d'intérêt. Si vous avez bâti un algorithme assez soft, vous aurez de tout. Par exemple, avec le compte que j'ai créé il y a quelques mois, je me suis abonné à quasiment aucun subreddit, donc j'ai pas mal d'infos random sur par exemple GTA 6, sur la France, le montage, la musique, enfin bref, sur plein de choses. D'ailleurs, si ces posts font surface sur la page d'accueil, c'est surtout grâce au système d'upvote et de downvote, dont j'ai pas encore parlé, mais qui semble assez évident à aborder. Basiquement, c'est deux petites flèches sur lesquelles vous pouvez cliquer, vers le haut ou vers le bas. Avec ça, vous donnez ou enlevez du crédit à un post, selon ce que vous en pensez. C'est ce score qui définira si le post sera mis en avant ou non par l'algorithme, un peu comme les likes, dislikes sur YouTube. On discutera peut-être de cette mécanique à certains moments de l'iceberg, étant donné qu'elle est très importante sur le site. Enfin bref, évidemment, la page d'accueil de Reddit s'adapte aux choses sur lesquelles vous avez l'habitude de cliquer, donc si vous êtes membre de certains subreddits qui parlent de chats et que vous interagissez beaucoup sur ce type de post, on vous en proposera encore et encore. Je pense qu'on n'a pas besoin de s'étendre sur le sujet, vous avez largement compris comment ça fonctionne. AskReddit est l'un des subreddits les plus connus sur le site, où ses utilisateurs peuvent démarrer un post avec une question adressée à peu près tout le monde qui pourrait y répondre. On y voit de tout et n'importe quoi, et les réponses peuvent être vraiment intéressantes. Avec plus de 17 millions de visites régulières sur le subreddit, vous pouvez être sûr de voir apparaître une nouvelle question toutes les 30 secondes au moins. C'est donc l'un des coins les plus populaires de la plateforme et les plus sympas à mon goût. On peut apprendre pas mal de choses, découvrir plein de sujets et même faire part de ses témoignages sur certaines expériences. Je vous conseillerais d'y passer un moment, même si certains posts peuvent être assez badins. Je crois qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire, mais ça n'en reste pas moins, selon moi, un très bon subreddit qui vaut bien le coup. Voilà.
Comme leur nom l'indique, r/books, movies, music ou video games sont dédiés respectivement à la littérature, les films, la musique et les jeux vidéo. Ça fait partie des subreddits très populaires du site où on peut voir se réunir pas mal d'aficionados des milieux artistiques, partager leurs découvertes, des infos sur leurs œuvres préférées, ou même des mèmes, évidemment. C'est assez good vibe. Généralement, les créateurs et créatrices des posts sont assez matures et leur façon de partager leurs expériences rend leurs posts franchement sympa à lire. Si vous êtes intéressé par ces sujets-là et que vous voulez faire de nouvelles découvertes, foncez. C'est vraiment cool, les gens sont chill, toujours là pour vous aider, enfin bref, vous le regretterez pas. Le 1er avril 2017 est l'une des dates les plus importantes du site. Si vous traînez souvent sur internet, vous devez connaître Airplace. Et je pense que montrer ces images peut vous rappeler tous les souvenirs qui ont été créés à partir d'un concept qui était tout bête à la base. Un carré de 1000 sur 1000 pixels, soit en tout 1 million de minuscules petits carrés, où n'importe qui pouvait en colorer un toutes les 5 minutes parmi les 16 couleurs qui étaient proposées. C'était lancé comme une petite blague, étant donné que ça a eu lieu le jour du 1er avril, mais à la grande surprise des utilisateurs du site, Airplace a reçu beaucoup plus de succès que prévu. En voyant que le concept était totalement novateur, énormément de gens se sont rués sur Airplace. C'est à ce moment-là que tout le monde s'est rendu compte de la créativité des redditeurs. Tout le monde était là, c'était un phénomène. Toutes les communautés de tous les pays se réunissaient ici pour apporter leur pierre à l'édifice. C'est l'une des premières fois qu'Internet avait réussi à rassembler autant de personnes autour d'un carré. Et encore, ça a seulement duré 72 heures. Près d'1 millier de communautés, plus d'1 million de personnes ont créé ça en 72 heures. Dans un endroit où chacune d'entre elles se battait pour avoir le plus de place. Et le résultat en a vraiment valu la peine. Aujourd'hui, le site Airplace Atlas répertorie chaque création du tableau et ses significations. Ce grand monologue rouge que vous voyez là, c'est le discours de Palpatine quand il raconte l'histoire de Dark Plagueis dans Star Wars 3. Ce personnage tout en haut à droite, un pixel art du personnage de Pharah d'Overwatch. Même ce grand carré bleu dans le coin en bas à droite, c'est littéralement l'Empire du Bleu, qui au tout début de Airplace a réussi à tellement s'étaler que les communautés de Reddit n'avaient pas d'autre choix que de dessiner dessus. Avec le nombre de gens qui voulaient représenter la leur, l'Empire du Bleu a finalement été réduit dans un tout petit carré, un carré de 6948 pixels exactement. Je sais pas si vous vous rendez compte d'à quel point Airplace est incroyable. C'était un espace d'expression libre où n'importe qui pouvait mettre tout et n'importe quoi. Et j'ai arrêté de compter le nombre de drapeaux et de cœurs avant de comprendre qu'il y avait quasiment tout le monde ici. C'était un événement international. Et quand la modération de Reddit a fini par couper l'accès au site, silence complet. Et on n'attendait qu'une seule chose, le 1er avril 2018. C'était certain, Airplace allait revenir. Reddit ne pouvait pas tout arrêter sans rien dire et ne jamais revenir, il fallait que ça recommence. Alors les jours sont passés, puis les mois, et enfin, le 1er avril 2018. Attends, quoi? Et l'année d'après, 2019? 2020? Toujours pas? Attends, 2021? Non. On dirait qu'Airplace n'allait jamais Oh. Alors c'est revenu. Cette fois-ci, le carré était 2 fois plus gros, 2000 sur 2000 pixels, 4 millions de pixels. Reddit savait que cette fois-ci, ça n'avait plus rien à voir avec 2017. Là, on avait pu voir 1 million de personnes se partager Airplace, ici, c'est 10 millions d'utilisateurs. Cette version allait durer 3 jours et demi, soit 12 heures de plus que la dernière fois, et pourtant, la grille était déjà pleine dès le premier jour. Attends. Mais non. Le 2 avril à 11h30, heure de New York, Reddit a carrément doublé la surface disponible et ajouté 5 nouvelles couleurs de pixels. La machine était lancée, des millions et des millions d'utilisateurs venaient plusieurs fois par jour pour poser un tout petit carré sur une toile de 8 millions de pixels. Tout le monde suivait ça d'encore plus près, même des gens qui sont jamais allés sur Reddit. Mais à minuit, c'était déjà plein. Alors le lendemain, on s'attendait à ce qu'à 11h30 aussi, un troisième carré apparaisse. Mais non. En fait, il a fallu 14h30, donc 3 heures de plus, pour avoir une nouvelle surface à dessiner. Sauf que le truc, c'est qu'en fait, il y en a eu 2. Où est-il? Le musée du Louvre. On va le refaire, tu nous donnes 10 minutes, on le refait. Là, il arrive. Le musée ne reviendra pas. Look, le musée du Louvre. It's rebuilding what you see. 16 millions de pixels, c'est immense. L'intégralité du site ne parlait que de ça, même sur Twitch aussi. Chaque personne qui posait son carré voulait représenter sa petite communauté ou aider les autres à forger la leur. On se rappelle du drapeau de l'Allemagne qui s'est allé sur toute la longueur du tableau, ou même celui de la France qui était tellement gigantesque que tout le monde voulait le faire disparaître. Il y a carrément une coalition qui s'est formée entre l'Espagne, l'Amérique latine, les États-Unis, le Canada ou même la communauté K-pop pour effacer le drapeau, c'était lunaire. Les hommages à Technoblade,
à l'Ukraine en pleine guerre contre la Russie, à Nelson Mandela ou Kentaro Miura, le créateur de Berserk, Airplace avait presque érigé des lieux de recueillement. On en parlait sur YouTube, Twitch, Twitter, Facebook, même aux infos à la télé française. Dites-vous qu'on vit dans une timeline où Éric Zemmour a tweeté pour remercier les gens qui défendaient le drapeau français sur Airplace. On dirait un rêve lucide. À la fin du dernier jour, aux alentours de 18h, au lieu d'enlever l'accès à Airplace, Reddit a supprimé toutes les couleurs, sauf une seule, le blanc. Alors au fur et à mesure, dans une catharsis d'art et de création de tous les genres, le tableau devenait de plus en plus vierge, laissant place à peut-être les prochaines versions de Airplace. Alors, 1er avril 2023, rien du tout. Parce que Reddit a décidé de casser cette tradition et de lancer une nouvelle édition de Airplace le 20 juillet de la même année. Pourquoi en plein milieu de l'année, vous allez me demander? Parce que Steve Huffman, le PDG de Reddit, a annulé l'API gratuit de Reddit, ce qui servait à d'autres sites ou à d'autres plateformes d'intégrer un post ou un subreddit dans leur code. C'est par exemple grâce à l'API de Twitter que vous pouvez voir des tweets ou des comptes sur des articles de journaux, sur Discord, etc. Si ça vous intéresse, The Great Review a fait une vidéo dessus et je vous invite à la regarder. Enfin bref, les utilisateurs de Reddit étaient fous de rage et quand l'édition 2023 de Airplace a été annoncée, tout le monde ne disait qu'une seule chose, API. Ceci dit, ça s'est quand même bien passé. Cette fois-ci, les gens ont pu éviter l'étalement massif de la France sur le tableau et on a même pu voir des jolis fuck Spez, qui est le pseudo du PDG de Reddit, dans tous les coins de Airplace jusqu'à la fin de l'édition, où quand seuls les pixels blancs étaient disponibles, tout le monde s'est mis d'accord pour écrire en très gros fuck Spez, signant la dernière édition à ce jour de Airplace. Évidemment, dans ce contexte, cette version de Place a divisé les communautés et la presse la considère carrément comme un flop, un échec avant que le subreddit ferme, sans donner d'indice sur la prochaine date. Aujourd'hui, on n'a toujours rien de la part de Reddit concernant la suite de cette histoire. Certains utilisateurs l'attendent avec impatience et moi-même, je considère que l'an prochain pourrait être une très bonne date, surtout entre les conflits politiques dans lesquels on vit. Parce que Airplace, au-delà d'être un espace d'expression libre, peut vraiment faire passer des messages puissants à travers le monde. Alors, c'est pas une blague. Il y a vraiment tout un mouvement en faveur de Minecraft qui crée énormément de posts et de mèmes pour cracher sur Fortnite. Alors, j'ai pas besoin de vous présenter ces jeux, ils font partie des plus connus de toute la galaxie, mais le fait que Fortnite soit devenu un jeu ultra mainstream et qu'il fasse des collaborations avec toutes les marques et les artistes de la planète énerve énormément de monde. C'est vrai qu'à une époque, tout le monde jouait à Minecraft. YouTube, par exemple, était rempli de vidéos sur le jeu. C'était genre le jeu auquel il fallait jouer. Mais quand Fortnite Battle Royale est arrivé en septembre 2017, il a tout raflé sur son passage. La plupart des gens qui faisaient des vidéos sur Minecraft, Clash Royale, Clash of Clans ou autre partaient jouer à Fortnite. Évidemment, la hype s'est estompée avec les années et les choses vont beaucoup mieux aujourd'hui, mais quand même, pour les gens de mon âge, je pense que vous devez sûrement vous souvenir à quel point tout le monde parlait de ce jeu il y a quelques années. Bref, chez Reddit, étant donné qu'on pouvait trouver beaucoup plus d'adultes et de communautés matures, c'était l'overdose. Les gens en avaient marre et ont déclaré une petite guéguerre à Fortnite en faisant comprendre que Minecraft avait une hype largement justifiée et une communauté plus saine. C'est vrai qu'aujourd'hui, de moins en moins de gens entendent parler de cette bataille, qui est de plus en plus devenue une blague, mais pour pas mal de gens, c'était un vrai truc, limite une croisade. C'était une autre époque dans le milieu du jeu vidéo, on va pas se mentir. r/shower thoughts, littéralement les pensées sous la douche, c'est un subreddit qui se caractérise en tout plein de posts qui concernent des suppositions ou des questionnements sur le monde. Ça peut être des trucs tout cons, comme ce post. La pile de linge présente un comportement asymptotique ou infini. Vous pouvez vous rapprocher de zéro, mais ne jamais l'atteindre, sauf si vous faites la lessive nue. Lors d'une explosion nucléaire, il existe un rayon d'action précis où toutes les pizzas surgelées des supermarchés sont cuites à la perfection. Sinon, des choses un peu plus intéressantes. Quand on est enfant, on ne se rend pas compte qu'on voit aussi ses parents grandir. Il y a probablement au moins un blanc adopté et élevé en Chine qui parle anglais avec un accent chinois et que les inconnus prennent pour un énorme trou du cul. Vous avez compris en quoi consiste le subreddit. C'est blindé de questions et de réflexions étonnamment drôles ou sinon plutôt inspirantes, donc je vous conseille d'aller y faire un tour. Comme son nom l'indique, r/interesting as fuck, ou putain d'intéressant, c'est là où on retrouve des gens poster des infos ou des vidéos par rapport à tout et n'importe quoi. Et en vrai, c'est vraiment intéressant quoi. T'as de la politique, des animaux, de l'art, de la science, de l'histoire, de la botanique. Je peux passer des heures pour vous dire ce qu'on peut trouver, c'est juste génial et on apprend plein de choses. Avant de passer à l'entrée suivante, venez, je vous apprends juste des trucs en fait. Vous saviez qu'en Angleterre, ces murets en briques là, ils ont fait un zigzag parce que ça demande moins de briques que pour des murs droits classiques. Sinon, il y a aussi ces bunkers de la Seconde Guerre mondiale en Normandie qui ont fait des fausses ventilations pour envoyer les grenades dehors. C'est super intelligent et ça ferait une mort bien débile. Il y a aussi cette photo d'un coucher de soleil sur Terre vu de l'espace. Une autre de ces deux sœurs siamoises qui avaient une chance sur 30 millions de survivre à leur naissance, mais qui ont réussi à devenir professeurs. Ah, et cette vidéo que j'adore, qui avait beaucoup circulé en fin 2022 pendant les manifestations contre la réforme des retraites, où la police avait tenté de foncer vers les manifestants pour les faire reculer, et ils se sont arrêtés net parce qu'ils ont compris que personne n'allait bouger. Bon, allez, une dernière. Vous saviez que dans un zoo en Russie, on avait voulu donner une chèvre vivante à manger à un tigre, tout ça pour que les deux deviennent potes. Perso, je trouve ça incroyable. C'est des infos complètement random, mais qu'est-ce que c'est kiffant.
Ok, celui-là je le trouve vraiment drôle. Alors c'est super spécifique, mais le subreddit Boss Fight se concentre sur toutes les photos ou les vidéos où la chose ou la personne en question peut être considérée comme un boss final de jeu vidéo. C'est n'importe quoi, on a quasiment que des conneries, donc moi ça me fume de rire. Genre il y a un mec qui a imprimé les bras de Hulk en 3D pour les accrocher sur son canard. Voilà, c'est cadeau. Et vous avez pas encore tout fait. Ancelius l'éternel appelant, Hector du multivers, Ken, le gros chapon éternel, Oh bordel, quel âge a ce poulet? Skylar, le vieux jeune féminin masculin, Maurice, le destructeur de Gilgamesh, Gandalf, le néon, tueur de trolls, l'épouvantail, protecteur des exilés. Je vous avais prévenu, c'est vraiment le bordel. S'inscrit dans le nom, r/confession est un autre subreddit. Pour les gens qui se demandent, oui, on va énormément parler de subreddit dans cet iceberg, où de nombreux utilisateurs et utilisatrices font part de leurs expériences personnelles, souvent assez drôles, intimes, cocasses, ou sinon plutôt sombres. Certaines de ces personnes, pour éviter de se faire reconnaître, créent ce qu'on appelle un compte throwaway, littéralement à jeter, dans le seul but de créer un post et de ne dédier ce compte qu'à ça, tellement certaines informations peuvent être compromettantes. J'ai sorti les poubelles avec mon t-shirt J'aime les seins et j'ai offert à ma voisine Canon le plus grand concert de paix de ma vie. Ce matin, je sortais les poubelles en jogging et un vieux t-shirt tout détendu avec écrit J'aime les seins. Un cadeau rigolo entre amis et je vous jure que je ne le porte jamais dehors. Enfin, d'habitude. J'ouvre la porte de l'immeuble et boum, ma voisine Canon du 5e étage est là, à attendre l'ascenseur. Premier contact visuel depuis 6 mois. Elle me sourit poliment, je lui rends son sourire, paniqué et beaucoup trop large. Et là, je réalise que mon lacet est défait. Je me baisse en vitesse pour le refaire et là, je lâche le P le plus fort et le plus long de ma vie. Un truc de dessin animé qui résonne dans l'ascenseur. Silence de mort, je me relève lentement, le visage en feu, faisant comme si de rien n'était. Elle fixe le sol, les lèvres serrées en nez blanches, visiblement en train de se retenir de rire, de pleurer ou de mourir. L'ascenseur sonne, nous entrons tous les deux. 10 secondes de silence gênant pendant la montée. Arrivée à son étage, elle sort, se retourne et me murmure « Au fait, jolie chemise ». Puis les portes se referment. J'ai fait le reste du trajet jusqu'à mon étage, le front contre le mur. Maintenant, je songe sérieusement à déménager à l'étranger ou à au moins ne plus jamais sortir les poubelles avant 3h du matin. Pas grave, je n'ai qu'à ne plus jamais quitter mon appartement. J'ai toujours une arme nucléaire dans mon téléphone. Laissez-moi vous expliquer. La plupart des gens, quand quelqu'un les énerve vraiment en ligne, se mettent à argumenter, à écrire un paragraphe, à concocter une réplique cinglante, pour même à taper le classique « Oh, j'en ai marre de discuter avec des idiots ». Pas moi, non. Il y a des années, j'ai découvert un système bien plus efficace. Voyez-vous, enfoui tout au fond de ma pellicule, attendant patiemment comme un agent dormant, se trouve une simple photo. Une photo des testicules de mon chien. Ah, je ne l'avais pas prémédité, c'est juste arrivé un jour. Mon chien s'est affalé sur le canapé comme s'il avait payé l'hypothèque. Et soudain, les voilà, au premier plan, comme deux petits sacs roses du destin. J'ai pris la photo juste pour rire, mais un jour quelqu'un en ligne était particulièrement insupportable. Le genre de personne qui écrit 3 paragraphes pour expliquer pourquoi elle a techniquement raison sur un sujet que personne n'a abordé. Alors au lieu de répondre, j'ai envoyé la photo. Juste la photo, sans légende, sans explication, sans contexte. Puis je l'ai bloqué. Et laissez-moi vous dire, c'est la sensation la plus puissante au monde. Parce que quelque part, une personne complètement déboussolée fixe son téléphone en se demandant « Est-ce que ce type vient de m'envoyer une photo des testicules de son chien ?» Oui, c'est bien moi. Maintenant, à chaque fois que quelqu'un le mérite vraiment, ce niveau rare et exceptionnel d'agacement sur internet, j'utilise la même tactique. Pas de discussion, pas d'insulte, pas de perte d'énergie. Juste les testicules de mon chien, puis blocage immédiat. Comme une bombe fumigène numérique. J'aime les imaginer assis, là, abasourdis, essayant de comprendre ce qui vient de se passer, comme s'ils avaient été victimes d'une malédiction ancestrale d'internet. Bref, voilà ma confession. Je garde une photo des testicules de mon chien dans ma pellicule uniquement pour un usage tactique. Et honnêtement, ça a mis fin à plus de disputes que la logique ne l'aurait jamais fait. Sauf qu'au-delà des confessions assez drôles ou complètement random, comme je l'ai dit, il y a aussi des choses beaucoup moins joyeuses, beaucoup plus tristes. J'ai été violé par mon père. À 16 ans, je suis tombé par hasard sur des dessins pornographiques. Je m'en veux terriblement. Mon père est un C'est un autre monde, mais où des gens ont le courage de faire part de leurs témoignages, surtout concernant des événements traumatiques dont certains ont dû laisser des séquelles irréparables. Et j'en profite pour faire passer un message, mais si vous vivez quelque chose de difficile, ou que vous ressassez des traumatismes passés, que vous avez du mal à trouver la joie de vivre, ou que vous subissez des violences physiques ou psychologiques, parlez-en. Que ce soit avec un compte throwaway sur internet, à vos proches ou à des professionnels de la santé mentale. En parler est l'un des premiers pas à faire pour vous sentir un peu plus libéré. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais n'oubliez jamais, vous n'êtes pas seul, il y aura toujours des gens pour vous écouter, pour vous lire, pour vous répondre ou pour vous motiver à vous lever le matin. La vie est vraiment difficile, et pour avoir vécu des choses traumatisantes dont j'ai parlé à quasiment personne, je sais que le chemin a l'air impossible, mais il y a toujours une solution. Prenez du temps pour vous, respirez un bon coup, et surtout, prenez soin de vous. On va arrêter de parler de sujets trop tranquilles, et on va commencer à aborder des histoires bien plus obscures ou méconnues. Il y aura rien de trop dangereux, alors pour les plus sensibles, vous pouvez continuer sur cette lancée.
Si vous savez pas ce que c'est un lost media, vous ratez quelque chose de vraiment fascinant. Concrètement, un lost media, c'est quelque chose qui a existé quelque part, comme un enregistrement, une vidéo, une archive de journal, une rediffusion d'émission, une chanson, etc. mais qui a été perdu à travers le temps. Un tas de personnes lancent des semaines, voire des mois ou des années de recherche avec un énorme groupe de personnes pour retrouver un seul fichier. En France, c'est notamment Feldup qui a vraiment mis en lumière ce concept, en décortiquant beaucoup de ces choses qui ont été retrouvées, ou pas. Sur 4chan comme sur Reddit, il suffit d'un seul post pour que des inconnus dédient une énorme partie de leur temps libre à fouiller à travers internet ou même des dossiers confidentiels pour avoir le fin mot de cette histoire. Il y a l'exemple de la chanson Everyone Knows That, dont un utilisateur du site What's That Song avait posté un extrait le 10 septembre 2021. Peut-être que ce son peut vous rappeler quelque chose. Bah, cette recherche, qui aura rassemblé des milliers de personnes, durera presque 3 ans. Et vous savez où on l'a retrouvée? Dans un film porno. Il y a vraiment aucune vanne. Le gars qui a lancé l'enquête, Carl92, savait que ça venait de là, juste il l'assumait pas. Sauf que les gens, bah ils ont retrouvé le film en question, et on n'a eu aucune nouvelle de Carl. Il y a aussi eu cette enquête, avec une chanson connue sous le nom de The Most Mysterious Song on the Internet, ou Blind the Wind, une enquête démarrée en 1984, et qui aura duré près de 35 ans. Des dizaines de milliers de personnes faisaient leurs recherches de leur côté pour avoir la moindre piste, avant que le 4 novembre 2024, un utilisateur sur Reddit arrive à trouver une piste menant vers le groupe allemand Fex, dont l'un des membres confirmera avoir bel et bien participé à la création du titre, qui s'appelle en fait Subways of Your Mind. C'est la chanson que vous entendez en fond, et il y a vraiment un mood à la Dépêche Mode, je trouve. Enfin bon, vous avez compris en quoi consiste un lost media. Évidemment, ça ne concerne pas que des chansons, mais les deux histoires que je vous ai racontées font partie des plus connues de ces dernières années. Ce subreddit est à l'origine de pas mal de ce type d'enquête, et je vous invite à y faire un tour si vous vous sentez d'y participer. Alors, cette histoire elle est un peu drôle, mais aussi très sale. Elle a lieu sur le subreddit dédié au No Nut November, un challenge qui dure tout le mois de novembre et qui a été créé au tout départ pour combattre les addictions liées aux sites pour adultes et au nettoyage de pots d'échappement, enfin voilà. Rien de mal, c'est justement très bien vu étant donné que ça peut aider énormément de personnes à se sentir mieux dans leur corps et mieux gérer leurs pulsions. Enfin bon, c'est sur ce subreddit que l'utilisateur P-Farted, qu'on peut vulgairement traduire par pipi prout caca, annonce qu'il a perdu le No Nut November, donc il a craqué quoi. Mais vraiment d'une manière complètement insolite. J'ai perdu le No Nut November sur la dingue de Thanksgiving. Je ne voulais pas que ça arrive, vraiment. J'ai tenu tellement fort que j'étais arrivé au jour 25. J'ai jamais tenu aussi longtemps. Mais ensuite je l'ai vu là-bas, d'un brin doré, le cul bien écarté pour recevoir la farce. Je ne pouvais pas me contrôler. Le pire, c'est que ma famille a l'intention de manger cette dinde ce soir. Bordel, qu'est-ce que je viens de lire? Dites-moi que j'hallucine. Je suis sûr que c'est une blague. C'était pas une blague, j'ai le regret de te l'informer. Je te crois pas, je peux pas te croire. Ça paraît assez peu croyable pour moi aussi, mais toi, je me suis LeBron James avec un poulet en guise de vaginette. Donc je peux pas vraiment juger. Ouais, mais il a dit que cette dinde sera servie à sa famille. Ouais, mais tu m'imaginerais quand même pas jeter un poulet parfaitement mangeable, pas vrai? J'ai jamais eu le courage de dire « Pardon maman, on a besoin de jeter le poulet parce que j'ai étalé la sauce blanche dessus hier soir. » J'ai juste sauté le repas ce soir-là. Ta mère a mangé ton sperme. Hey, le mec il fait le post, tu peux nous dire quel goût ça a? J'aurais besoin d'une review. Bien sûr, quand nous aurons dîné. Update, c'était un peu salé. What the fuck? Le subreddit r/rabbitholes est assez peu connu, mais je préférais le mettre ici dans l'iceberg plutôt que plus bas. Un rabbit hole, donc terrier de lapin, c'est une métaphore évidemment inspirée d'Alice au Pays des Merveilles, quelque chose qui semble assez normal au premier abord, mais qui, quand on s'approche, promet de cacher énormément de choses. C'est sur ce subreddit que ces utilisateurs partagent leurs trouvailles bizarres et intéressantes à travers internet. Des chaînes YouTube obscures, des enquêtes assez intrigantes, des sectes ou des fandoms très chelous, sans parler de tout ce que les gens peuvent retrouver depuis que les fichiers Epstein ont été publiés. Beaucoup de ces sujets peuvent être vraiment pas mal à traiter en vidéo, et c'est pour ça que la plupart des créateurs et créatrices de vidéos dans mon genre fouillent de temps en temps sur ce subreddit pour trouver la perle rare qui sera le début d'un ARG ou d'une nouvelle histoire fascinante. Le 10 novembre 2016 sur r/AskReddit, dont on a parlé en début de vidéo, l'utilisateur Pre-Op Transcentaur, comment je prononce ça en fait, poste la question suivante. Dites-moi, si vous ne pouviez avoir des relations sexuelles qu'avec une seule personne de toute l'histoire de l'humanité, quel serait votre partenaire idéal? J'aimerais faire l'amour une dernière fois à ma femme. Décédée d'un cancer il y a 9 ans, mon corps la désire encore ardemment. Le pire quand on trouve la femme de sa vie, c'est qu'elle risque de mourir jeune ou laisser un goût inachevé. Je choisis aussi la femme morte de ce gars. C'est assez culotté de laisser ce genre de message, surtout quand tu t'adresses à quelqu'un en parlant de cette manière de sa femme décédée. C'est carrément devenu une référence dans l'univers de Reddit, presque un mème, avec plus de 28 000 upvotes, donc énormément de gens connaissent maintenant l'histoire et continuent de se marrer dessus. J'essaie de faire caca, mais je ris tellement que mon trou du cul se contracte sans arrêt. C'est le pire commentaire que j'ai jamais upvoté sans hésiter. Il
Il y a une énorme rivalité entre Reddit et 4chan, c'est un fait, et honnêtement c'est tout à fait compréhensible. Pour les gens qui sont pas familiers avec 4chan, c'est, mis à part d'être l'un des sites les plus détestés d'internet, un forum assez vaste avec pas mal d'espaces de discussion, des boards dédiés à un sujet en particulier. Le board X pour le paranormal, le board A pour les animés et les mangas, B pour les posts random sur tout et n'importe quoi, et d'ailleurs tout le monde est anonyme là-bas. Voilà, c'est le résumé rapide de 4chan. Maintenant essayez de mettre dedans tous les pires dégénérés et l'intégralité des personnes racistes, homophobes, transphobes, sexistes et xénophobes du monde. Bienvenue sur 4chan, là où une grande partie des boards sont blindés d'images pornographiques ou problématiques, quand c'est pas les deux en même temps. La rivalité entre 4chan et Reddit, c'est surtout lié au fait que sur l'un des deux tout est posté anonymement, quand sur l'autre il y a toujours une trace de ce qu'on y fait. C'est aussi parce que Reddit met tout le temps en valeur les contenus les plus upvotés, soulignés comme intéressants, tandis que 4chan n'a pas de système de popularité. Certes, 4chan en 2015 n'est plus le même qu'en 2004. On y trouve moins de contenu original et le board B est devenu un simple forum pornographique. Reddit et 4chan se recoupent aujourd'hui largement, malgré la haine qu'il suscite. Chaque fois que 4chan fait parler de lui, il attire de nouveaux utilisateurs et il est désormais bien ancré dans le paysage médiatique. Pourtant, au fond, Reddit et 4chan présentent deux époques différentes d'Internet. Pour cette entrée de l'iceberg, sachez que ça va être assez long, parce que le sujet est extrêmement dense, mais quand même vachement intéressant. Je suis beaucoup m'inspiré de la vidéo de Nexpo à ce sujet, que je vous conseille de regarder si vous voulez vraiment tous les détails et que vous parlez bien anglais. Yay Video Games est un utilisateur qui a fait du bruit, beaucoup de bruit. C'est le 8 septembre 2010, dans le subreddit r/gaming dédié aux jeux vidéo, que tout commence. C'est dans un post concernant le jeu Oblivion que le posteur I Wish I Was a Meme demande de l'aide. Je viens d'avoir Oblivion sur PC. C'est quoi vos modes préférés? J'ai envie de le rendre aussi pimpé et incroyable que possible. Et c'est là que Yay Video Games arrive. Le bouton désinstaller. Le jeu est super et tout, mais mon dieu, ce que c'est dur d'enlever tout le bordel que ça laisse sur ton système. Tu dois vraiment regarder ce mode quand le temps sera venu d'en débarrasser. Sinon, je pense que le mode Oscuro Oblivion Overall est un bon début. Quoi? Je peux pas traduire mieux, la façon dont c'est écrit, c'est presque comme si c'était écrit par un robot qui avait pété les plombs, mais le pire arrive. Le bouton désinstaller. Le jeu est super. Ubisoft fait Steamwork bye bye toujours en DRM, mais tu dois souvent aller travailler DR. Regarder le bordel que ça laisse derrière toi. Ça fait encore moins de sens. Oblivion a un bouton désinstaller et il fonctionne. Je l'ai utilisé plus de fois que je peux m'en souvenir. Tous les modes s'installent d'eux-mêmes dans le répertoire d'Oblivion. La désinstallation ne les touche pas, étant donné qu'elle ne les prend pas en compte. Tout ce que tu dois faire, c'est supprimer le dossier Oblivion. Et quelques instants après, Ubisoft goes Steamwork personne n'a compris ce qui était en train de se passer. Et Video Games a commencé à envoyer un nombre incalculable de messages en à peine quelques heures. On estime qu'il a envoyé près de 4000 réponses sous le même post en moins d'une heure. Et c'est pas systématiquement le même message comme l'aurait pu faire un robot. Il y avait presque toujours des petites modifications à chaque fois. Il cachait même des liens hypertextes dans certains de ses messages qui redirigeaient vers des images très bizarres et cryptiques. Surtout celle-ci qui deviendra celle qu'on attribuera à cette histoire. Un subreddit sera créé, le r/Yay Video Games, pour tenter de résoudre le mystère. Est-ce que c'est un ARG, un troll, un bot bien codé, ou est-ce que la personne derrière ce pseudo a tout simplement perdu la tête? Pour mieux comprendre Yay Video Games, on va se pencher sur les subreddits et les posts où on peut voir de l'activité. On arrive à retrouver des messages dans le subreddit très random Cleanliness, qui à l'époque ne regroupait que 15 membres, donc vraiment quelque chose de très très niche. Il était modéré par l'utilisateur u/NoSubstanceHere, qui gérait le subreddit encore plus niche, r/BananaFreaks, dans lequel on pouvait apercevoir le redditeur Not Sure How Big You Are, qui était aussi actif sur le subreddit r/HipsterJoke. Oui, c'est un petit peu le bordel, je sais, mais on est qu'au début. Et sous les posts de Not Sure How Big You Are, qui avait d'ailleurs un comportement assez original sur Reddit, enfin je sais pas trop comment vous expliquer ça, on trouvait l'utilisateur Vinyl Record qui répondait à beaucoup de ces messages. Vinyl Record qui lui aussi était étrange et qui avait une activité sur le subreddit r/gaming dans la même période où Yay Video Games a pété un câble. Vous commencez à comprendre où on va? Sous un post du subreddit Hipster Jokes, Vinyl Record répond et Yay Video Games débarque en envoyant les exacts mêmes messages que tout début de cette histoire. C'est là qu'on s'est rendu compte que ces 4 comptes appartenaient à la même personne et que oui, il se répondait à lui-même. Avec cette enquête, on a compris que Not Sure How Big You Are était son compte principal. Si on scrolle bien sur son compte, on peut se rendre sur des réponses qu'il avait données sous des posts qui mettaient en lumière son passé et ses conditions psychologiques. Je vais pas vous faire l'affront de tout vous lire ligne par ligne, mais on y apprend que cet homme est un ex-témoin de Jéhovah, qu'il était incapable de ressentir le plaisir, qu'il avait un syndrome des jambes sans repos et qu'il était sous antipsychotique mais sans succès. Il y a une autre réponse qui peut nous avancer sous un post. Quelle vision déformée du monde aviez-vous lorsque vous étiez témoin de Jéhovah? Et là, je pense que c'est mieux si vous avez ses propres mots. Je croyais que le véritable démon irait sur Terre, se manifester comme dans les films d'horreur. Je sais que c'est un enseignement fondamental, mais moi, quelques années, j'ai cru avoir réellement rencontré un démon qui m'observait dans mes rêves. J'étais souvent malade avec des migraines et des fièvres si fortes qu'elles me rendaient délirant et me provoquaient des hallucinations. Vers l'âge de 4 ou 5 ans, un soir, alors que j'étais au lit avec une de ces fièvres, j'ai vu un de ces murs de ma chambre se mettre
a scintillé et à se déformer. Puis, une silhouette noire est sortie du mur et a commencé à faire des allers-retours devant. Naturellement, j'étais terrifié, incapable de bouger. Je suis resté allongé, là, à la regarder marcher devant mon mur pendant un temps indéterminé, avant qu'elle ne s'arrête et me fixe droit dans les yeux jusqu'à ce que je ne puisse plus la distinguer. Noyé sous les motifs et les mouvements du mur derrière elle, j'ai finalement réussi à m'endormir grâce à la fièvre. Mon réveil, je suis allé directement raconter ce que j'ai vu à ma mère et elle m'a dit que tout était réel et que tous les dessins horribles que je faisais, des monstres qui torturaient des gens, avaient brisé la protection divine et invité un démon dans ma chambre. Super, imaginez un peu le traumatisme que ça a dû provoquer chez un enfant de 4 ans. Les cauchemars récurrents étaient quasiment inévitables. Mais bien sûr, à l'époque, je pensais que c'était juste une preuve de plus qu'ils essayaient de m'attraper. Dans un autre post, il explique qu'il prenait 1,2 g de codéine par jour, un opioïde assez puissant qui peut créer de fortes dépendances, surtout quand c'est pour pallier à l'inefficacité de son traitement. Il explique qu'on le laisse vivre dans une grande pièce close recouverte d'acier inoxydable, qui l'aiderait à mieux vivre. Ça nous fait énormément d'informations, et on imagine que toutes les fois où il postait des milliers de fois le même message ou qu'il se répondait à lui-même étaient des crises liées à sa prise de codéine mixées à tous les symptômes psychologiques qu'il avait déjà. Sauf que ces crises-là avaient visiblement de moins en moins lieu, alors beaucoup se sont inquiétés sur son état, contrairement à d'autres qui justement ont été rassurés. Au fur et à mesure que l'enquête continue à découvrir l'identité de Yay Video Games, on a pu rassembler plus d'une vingtaine de comptes Reddit qui étaient utilisés par lui et lui seul et qui ont été créés dans la même période de 2 à 3 mois. Et j'imagine que vous voulez savoir comment cette histoire se termine. J'imagine que vous espérez comme moi que les choses rentreront dans l'ordre comme c'était prévu à la base. C'est le 23 mars 2019, sur le subreddit dédié à Yay Video Games, que l'utilisateur Luke McLeish met un fin mot sur cette histoire. Salut tout le monde, je suis Luke, je suis un des meilleurs amis de Yay Video Games. Posez-moi vos questions. Tout d'abord, je suis très surpris de voir une si grande communauté autour de mon meilleur ami. Je n'en avais aucune idée jusqu'à aujourd'hui. Il s'appelait Lyndon, et nous l'avons perdu début 2015. Depuis, la vie n'est plus la même. Quelqu'un m'a contacté sur Facebook, alors j'ai pensé venir ici pour partager quelques souvenirs de Lyndon. C'était un homme incroyablement gentil et intelligent, très créatif. Il créait sans cesse des œuvres d'art et de la musique, qu'il n'a jamais enregistrées à ma connaissance. Des animations, dont j'en conserve quelques archives, et il adorait raconter des histoires. Il avait un petit groupe d'amis, car il avait quitté le lycée et s'était isolé à cause de sa maladie chronique vers 2005. Il nous manque énormément. En raison de son appartenance aux témoins de Jéhovah, il ne nous a jamais révélé sa date de naissance. Cependant, d'après les informations que j'ai pu recueillir au fil des années, il aurait eu 31 ans en février dernier. Je sais qu'il aurait aimé que tant de mystères l'entourent après son départ, mais je pense qu'il est important d'aborder certains sujets. La douleur chronique, l'automédication, les maladies invisibles, le système de santé paramédical et l'importance de se sentir connecté aux autres. J'espère que nous pourrons trouver un apaisement et, qui sait, progresser vers une meilleure compréhension et plus de compassion envers ceux qui traversent les mêmes épreuves que Lyndon. Merci d'être venu ici pour nous apporter cette conclusion. Cela peut paraître un peu étrange, mais pour beaucoup d'entre nous, moi y compris, l'histoire de Lyndon a été marquante. Je ne sais pas si j'ai beaucoup de questions, puisque la plus importante est maintenant résolue. Je suis simplement soulagée qu'il ne souffre plus. Si j'avais une question, ce serait: pourquoi a-t-il mis fin à ses jours? Avez-vous remarqué une aggravation de son état? D'après les messages que j'ai lus sur Reddit, Not sure how big you are, il semblait que dans l'année précédant sa mort, les choses s'étaient presque améliorées. Du moins, c'est ce que laissaient penser ces messages concernant les nouvelles plaques d'acier qu'il avait installées dans sa chambre. Vous n'êtes pas obligé de répondre si vous ne le souhaitez pas. Je ne sais même pas s'il y a une réponse. Merci encore d'avoir posté ici. Je sais que d'autres personnes auront peut-être des meilleures questions. Lyndon se sentait complètement impuissant face à tout ce qui l'entourait. Son traumatisme non résolu, sa maladie chronique, son isolement. Il disait toujours que personne ne prenait sa souffrance au sérieux. Personne, c'était son équipe médicale et les travailleurs sociaux qui s'occupaient de lui après qu'il soit devenu incapable de sortir de chez lui. Il alternait des phases d'apaisement et de lucidité, où il jouait en ligne avec nous, partageait de la musique, puis il s'isolait pendant des semaines, voire des mois. À chaque fois qu'il revenait, il était revigoré et il avait plein de nouvelles créations artistiques et musicales à nous montrer. Il avait même un serveur contenant des téraoctets de musique rare qu'il recherchait sans cesse sur internet. Il avait une personnalité hors du commun et était passionné par tant de choses, et nous étions souvent emportés par son enthousiasme. Vers la fin, il m'a appelé plusieurs fois pour me dire qu'il allait se et il fallait parfois 1 heure, voire plus, pour qu'il retrouve l'envie de vivre. Une grande partie de lui aspirait désespérément à vivre, à renouer des liens et à retrouver le monde. Mais il disait qu'il ne savait plus comment faire, que le temps avait passé trop longtemps. J'étais malade moi-même à ce moment-là, mais nous avions convenu qu'il resterait auprès de moi et qu'une fois sorti de l'hôpital, nous travaillerons ensemble pour l'aider à reprendre ses études et à visiter les endroits qu'il rêvait de voir. Il était très enthousiaste à cette idée et avait commencé à me manger, allant même jusqu'à faire quelques exercices que je lui avais préparés. Il disait que ses douleurs s'atténuaient beaucoup après. C'était un excellent patineur à roulettes et il parlait de s'y remettre une fois qu'il aurait perdu les kilos pris à cause du Lyrica. Je n'ai pas pu lui parler pendant mon séjour à l'hôpital et ce mois-là, il a pris la décision de mettre fin à ses jours. J'ai l'impression que c'était la seule façon, selon lui, de mettre fin à toute cette souffrance et cette douleur qui le rongeait et de reprendre le contrôle de sa vie une
bonne fois pour toutes. J'aurais tellement aimé que les choses se passent autrement. Nous l'aimions tellement. Il m'a fallu des années pour commencer à comprendre la culpabilité de ne pas avoir su que ça allait arriver et qu'il se sentait si seul. C'est dans cette série de questions-réponses que l'enquête sur EA Video Games, où Lyndon Wachtel, un homme rempli de bon sens et de compassion, prend fin. Aujourd'hui, son histoire reste gravée dans les mémoires de dizaines de milliers de personnes qui s'y sont intéressées, et il est devenu une légende dans le paysage médiatique de Reddit. On peut imaginer qu'il est bien mieux là où il est, et tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est d'être en paix. Bienvenue sur le subreddit r/onlyfans qui tire son nom du site éponyme que vous devez très probablement connaître. Pour les gens qui connaissent pas, c'est un site assez connu où beaucoup de TDS et de personnes random vendent des photos et des vidéos payantes. J'ai pas vraiment besoin de présenter plus que ça, tout le monde y fait ce qu'il veut, on n'est pas là pour en parler. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est le subreddit en question. Est-ce qu'on a le droit de s'attendre à du contenu à caractère mature, voire pornographique ? Non. Pire encore. Mise en cage et ceinturée. C'est des photos de ventilateurs. En fait, vu que fans, ça veut dire ventilateur en français, bah les gens en profitent pour faire des blagues de fesses avec une image en spoiler. Bon, ouais, voilà, ça m'a fait rire, j'ai 8 ans, j'ai compris. Le 15 avril 2013 à 14h50 dans la ville de Boston aux États-Unis, lors de la 117e édition du marathon de la ville, 2 bombes explosent tout près de la ligne d'arrivée. 3 personnes y perdent la vie, dont un enfant de 8 ans, tandis que près de 281 autres sont blessés, dont 17 graves. Immédiatement, une chasse aux sorcières a démarré sur la plupart des plus gros forums comme 4chan, mais surtout sur Reddit, où les gens se sont empressés d'établir des théories et des moyens d'identifier les 2 personnes qui ont été à l'origine de cet attentat. Le jour même de l'attaque, un post a été créé sur le subreddit r/news qui était focus sur des informations à relier aux États-Unis. Dans celui-ci, l'utilisateur Supernova Sky dit que la communauté de Reddit pourra s'en servir pour apporter des updates en temps réel, pendant que des centaines de personnes étaient encore sur le terrain et que des photos et vidéos circulaient sur le net concernant l'attentat. Énormément de gens apportaient des informations, des photos, des vidéos, des moyens de contacter les personnes sur place et savoir si elles sont blessées ou non. En parallèle, la police continuait à enquêter sur la source de l'attaque et sur la présence d'autres dangers dans la ville. Et il y en avait. Les scanners de la police ont détecté des bombes dans les rues de Boylston et Gloucester Street. Aussi, un soupçon d'une probable bombe dans la librairie JFK a énormément circulé, donc vraiment plus personne ne se sentait en sécurité à Boston. Les journaux américains aussi s'emparent de l'affaire, mais avec la course au direct, les sources étaient très souvent bidons et de plus en plus de gens arrêtaient de les regarder pour migrer vers Reddit et Twitter pour avoir des infos plus sûres. Mais le problème principal justement, c'est que de moins en moins de personnes se dirigeaient vers les médias classiques et tout le monde se mettait à penser que les seules infos sûres étaient sur Reddit, donc chaque erreur pourrait prendre des proportions énormes. Dans l'espoir de pouvoir aider le FBI dans leurs recherches, un nouveau subreddit a été créé, r/FindBostonBombers. Là-bas, beaucoup se sont lancés dans une enquête pour innocenter tous les suspects de la police qui auraient été suspectés à tort, à partir des photos et vidéos qui circulaient sur internet lors de l'attaque. La piste principale était de voir qu'il y avait un sac noir sur soi avant et après l'attaque. Le sac noir étant l'un des éléments principaux pour identifier les hommes à l'origine de tout ça, parce qu'en toute logique, si l'une des bombes était dans un sac noir, ça voudrait dire que son propriétaire aurait évacué sans. Là où Reddit ne servait à la base qu'à rassembler des informations sous un seul post, c'est devenu l'endroit où tout le monde commençait à faire des conclusions hâtives sans réfléchir ni contacter la police. Comme par exemple ces 2 personnes, Salaheddine Baroun et Yassine Zaimi, jugés très suspects juste parce qu'ils avaient des origines arabes et qu'ils avaient des gros sacs sur eux. Après que le New York Post les mette en première page de leur journal, donc ce qui leur a provoqué littéralement un harcèlement immense, les 2 hommes n'ont pas eu d'autre choix que de se rendre au commissariat pour juste prouver qu'ils sont innocents en fait. Vous l'avez peut-être compris, mais avant cette affaire, c'est Reddit qui se basait sur les sources des médias traditionnels, mais là, c'était devenu l'inverse. Et quand les rôles sont inversés, on voit très clairement le décalage en termes de vérification des sources. Et c'est ça qui peut être dangereux. Sauf que ça durera pas longtemps, puisque l'un des coureurs du marathon, qui avait perdu ses 2 jambes lors de l'attaque, a envoyé un message à la police disant qu'il avait aperçu quelqu'un de très suspect qui l'aurait regardé droit dans les yeux avant de poser un sac noir par terre et de partir. C'était l'info que la police cherchait. Les enquêteurs se sont mis à décortiquer chaque image, chaque vidéo parmi plusieurs terras de données. C'était éprouvant, mais tout devait être réalisé dans la vitesse. Il fallait qu'on arrive à choper les auteurs de ce massacre. Alors minute après minute, ce sont ces 2 hommes qu'on a réussi à trouver parmi les enregistrements des caméras de la rue. Ces 2 hommes qui marchaient tout le temps ensemble et qui avaient l'air de calculer chacun de leurs gestes. C'était eux. C'était les monstres qui avaient provoqué tout ça. Mais on n'avait toujours pas leur identité. C'est quand le FBI décidait de sortir ces 2 photos que tout le monde s'est affolé. Reddit a posé son pied sur l'affaire et tout le monde voulait avoir son heure de gloire. C'était même plus une enquête, c'était une compétition. Les gens proposaient des idées, voulaient conseiller le FBI. Certains ont même réussi à estimer la hauteur de l'homme à la casquette blanche avec une simple photo. Je sais même pas si vous vous rendez compte, tout le monde voulait être la personne qui trouverait les identités de ces hommes. Et ça, c'est jusqu'à ce que quelqu'un sur Reddit envoie ce post qui va totalement renverser la situation. U/Bobby Nixon. Est-ce que vous avez pensé à suspecter Sunil Tripathi ? Il fait à peu près 1m80 et a été porté disparu de la zone de Boston. Sunil Tripathi. C'était à cette époque un jeune étudiant de 22 ans qui avait effectivement été porté disparu un mois avant l'attaque, laissant tous ses documents personnels
personnel chez lui. Un groupe Facebook a été créé pour tenter de le retrouver et de lui apporter de la force à distance, et un avis de recherche a été posté. Quand les Redditors ont comparé les caractéristiques de Sunil et de l'un des auteurs de l'attentat, c'était évident pour beaucoup, ça faisait trop de coïncidences. C'était lui, et cette rumeur a commencé à circuler littéralement partout où c'était possible. Tout près de Boston, à Watertown, lors d'une fusillade qui a démarré contre un agent du MIT qui décédera dans un hôpital plus tard, les enregistrements des caméras montraient toujours ce qui semblait être les mêmes hommes, tout était lié. L'attentat, la fusillade, les 8 000 $ d'argent volé, les bombes improvisées, on se rapprochait du but. Le 18 avril, donc 3 jours suivant l'attaque de Boston, l'autre homme, qui n'était jusque-là pas encore identifié, a été énoncé par un certain Greg Hughes comme étant Mike Mulugeta, selon des sources venant de Reddit, donc pas très objectives. Et même si les journalistes de la chaîne NBC News confirment que l'homme à la casquette blanche n'est pas Sunil Tripathi, le mal était déjà fait, et sa famille coulait sous les interrogatoires et les menaces sur internet. Le lendemain, 19 avril 2013, tandis que la police recouvre toute la ville de Boston et ses alentours, la chaîne RT News America rapporte que les deux suspects principaux de l'attaque sont deux frères, Johar et Tamerlan Tsarnaev, qui étaient des hommes originaires de Tchétchénie. C'était le silence radio sur internet, tout le monde était sur le cul. Mike Mulugeta et surtout Sunil Tripathi avaient été faussement accusés depuis le départ. Le subreddit r/Find Boston Bombers, qui avait été la source de beaucoup de fausses rumeurs, s'est fait incendier comme pas possible, et a raison. Ce subreddit était un échec. Nous n'avons pas trouvé de photos des terroristes. Nous n'avons pas identifié les terroristes après que les photos nous soient données. A contrario, nous avons détruit la vie de plusieurs innocents. Nous avons tourmenté la famille Sunil Tripathi en pleine période difficile. Nous avons effectivement trouvé quel genre de casquette est-ce que les terroristes portaient. En parallèle, la police tente donc d'intercepter les frères Tsarnaev. Johar vole à SUV pendant que son frère se fait plaquer au sol, et sans aucune hésitation, il appuie sur l'accélérateur pour fuir, en emportant sa vie sous les pneus. Plusieurs centaines de mètres plus loin, il s'arrête et continue de fuir à pied. Alors que l'intégralité d'internet aux États-Unis s'inquiète, un homme appelle la police après avoir vu la bâche de son bateau déchirée et des traces de sang dessus, comme si quelqu'un s'était faufilé dedans. Les caméras thermiques des autorités ont confirmé du mouvement à l'intérieur du véhicule, et il a fallu quelques minutes à peine pour que Johar soit appréhendé et définitivement arrêté. Et pendant que le FBI se mettait à faire des recherches pour trouver d'autres évidences sur le site de l'attaque et rassembler plein de documents pour comprendre Johar et ses amis, quelque chose restait en suspens. Sunil Tripathi était toujours porté disparu. Maintenant qu'il a été prouvé innocent, il fallait le retrouver. Le subreddit Help Find Sunil Tripathi a même été créé pour réunir un maximum de moyens pour le retrouver une bonne fois pour toutes, et surtout pour tenter de réparer tout le mal que Find Boston Bombers aura engendré. Beaucoup de gens se mobiliseront pour essayer de ramener Sunil à la maison. Énormément de messages d'espoir et d'amour seront postés sur les réseaux, et même dans le groupe Facebook dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'était rare sur Reddit qu'une histoire avec autant de tension lance un mouvement complet pour tenter de sauver la personne à qui le site aurait pu détruire la vie. Le 23 avril, donc 8 jours après l'attaque de Boston, une équipe d'aviron de l'université de Brown en Providence retrouva un corps dans la rivière où il s'entraînait. Il était presque impossible de l'identifier, mais c'était évident qu'il était là depuis des semaines. 2 jours plus tard, son identité fut confirmée. C'était Sunil. Sa famille dévoilera au public qu'il se battait quotidiennement contre sa dépression et qu'apparemment, il n'aurait pas trouvé d'autre porte de sortie que de mettre fin à ses jours lui-même, et ce, des semaines avant l'attentat de Boston. Et même si on comprendra plus tard les intentions des frères Tsarnaev qui s'étaient radicalisés en Tchétchénie et que l'attaque aurait pu éviter depuis longtemps, c'est une saveur douce amère qui se développe. Entre la destruction et le harcèlement de la vie de plusieurs innocents, la découverte du corps de Sunil, une famille rongée par le deuil et des mésententes constantes sur Reddit, l'histoire est terminée, mais à quel prix? À vouloir trouver trop vite la vérité, la seule chose qu'on répand, c'est le chaos. La moindre personne sur internet peut faire circuler n'importe quelle information, et détruire une vie peut prendre à peine 5 pauvres minutes. Alors faites attention à vous et à ce que vous postez. Chaque mot peut avoir de très lourdes conséquences. On va redescendre un peu et revenir vers des good vibes, parce que de longues histoires aussi tristes, j'avoue que ça peut mettre mal certaines personnes. r/How to not give a fuck ou Comment s'en battre les couilles, c'est un subreddit pas si connu où beaucoup de gens parlent de leurs expériences ou postent des citations qui les ont aidés à reprendre confiance en eux. Il y a même des reposts de photos de gens qui s'en foutent complètement du système par confiance, comme celle-ci de Pablo Escobar devant la Maison Blanche alors qu'il était l'un des criminels les plus recherchés du monde. C'est un espace vraiment bienveillant où on voit très peu de jugement de la part des autres et certains messages sont même assez touchants à lire. T'as peur de faire des études pour 4 ans parce que t'en as 28 et que tu en auras 32 quand tu les finiras. Mais peu importe que tu fasses des études ou non, tu auras quand même 32 ans. Alors pourquoi ne pas avoir 32 ans en faisant quelque chose que tu aimes? J'ai dit à mon amie que j'étais émotionnellement en train de foncer dans le mur. Elle m'a dit, parfois, les murs sont là pour qu'on puisse s'y appuyer et se reposer. J'arrive même pas à dire à quel point j'avais besoin d'entendre ça. Comment dormez-vous, sachant qu'il y a des gens dans le monde qui ne vous aiment pas? À poil au cas où ils veulent m'embrasser le cul. Mauvaise nouvelle, ne peux pas faire en sorte que les gens t'aiment, te comprennent, te valident ou t'acceptent. Tu ne peux pas les contrôler non plus. Bonne nouvelle, on s'en fout. Enfin bref, il y a des phrases qui sont bonnes à entendre.
L'antinatalisme, c'est une philosophie qui est contre le fait de procréer et de donner naissance. C'est quelque chose de très nihiliste et qui trouve l'action de donner la vie très égoïste et immorale. Et les premiers écrits qu'on a pu trouver qui en parlaient dataient déjà de la Grèce antique, puis rediscutés à travers le temps. Notamment il y a pas si longtemps par Théophile de Giraud en 2000 dans son livre de l'impertinence de procréer, puis en 2006 avec l'art de guillotiner les procréateurs, manifeste antinataliste que vous pouvez lire gratuitement sur internet. On peut aussi considérer le philosophe Schopenhauer comme antinataliste de par les idées qu'il peut délivrer à travers certains de ses écrits. Mais au lieu de vous réciter toute la page Wikipédia de l'antinatalisme, on va rester focus sur le subreddit dédié à ce sujet. Voici même la présentation du subreddit. r/antinatalisme est un espace permettant d'examiner si le choix de donner naissance à de nouveaux êtres sensibles est éthiquement justifié lorsqu'il impose des risques et des souffrances sans consentement. Nous nous concentrons sur une éthique non coercitive, nous nous opposons à la violence, à la coercition reproductive et à l'eugénisme. Nous ne considérons pas la mort ou l'automutilation comme une solution pour ceux qui sont déjà en vie. Nous critiquons le pronatalisme et les systèmes qui font pression sur la reproduction et non sur les parents ou sur les enfants. Nous visons un raisonnement clair, de la compassion pour les personnes existantes et un souci pour tous les êtres sensibles. Vous savez déjà à quoi vous attendre, on peut y trouver beaucoup de gens qui discutent de la question éthique et morale de la procréation, surtout dans certains contextes sociaux et politiques, et encore plus aujourd'hui. L'idée de devoir gagner ta vie, ça voudrait dire que, par défaut, tu ne mérites pas la vie. Les adultes devraient être en thérapie et à la place, ils font des enfants. Mes parents dans leur vingtaine. On devrait avoir un bébé. Oui, moi dans ma vingtaine. Je ne contribuerai jamais à ce cycle infini de souffrance. Ma vie n'a aucun sens. Peut-être que le but de ma vie est de donner du sens à la vie de mon enfant. Ma vie n'a aucun sens. Oh non. J'ai dû acheter un test de grossesse une fois et la caissière m'a dit « Oh mon dieu, mais qu'est-ce que vous espérez avoir ?» Et j'étais en mode « un test négatif ?» Et elle avait l'air tellement choquée et embarrassée et honnêtement elle a bien fait parce que n'ayez pas d'enfant. Alors je vais être tout à fait honnête, je rejoins un petit peu ce qui peut se dire sur ce subreddit. C'est des gens qui défendent le droit à l'avortement et qui font ouvrir les yeux sur les malheurs du monde et la difficulté à vivre dans une famille avec des parents qui n'arrivent pas à gérer leur propre crise. Mais en même temps, je trouve cette philosophie assez radicale, même si elle est quand même un petit peu justifiée. Je sais pas vraiment ce que vous en pensez, mais en tout cas cette communauté ne fait de mal à personne et elle incite justement à réfléchir à deux fois avant de donner la vie dans un monde qui se rapproche de plus en plus de la dystopie qu'autre chose. Ça va être très court, mais j'avais envie d'en discuter parce que c'est assez cocasse. Est-ce que vous vous souvenez quand je parlais du drapeau de la France dans l'édition 2022 de Airplace, celui qu'on a essayé d'effacer par tous les moyens? On a fait qu'effleurer la surface de l'iceberg. Je sais pas si vous avez compris la blague. En fait, on est dans un iceberg là. Hormis le personnage de Roblox qui était à côté et qui tentait d'attaquer le drapeau avec ses deux sgags, le ratio avec Hasbulla qui fait un doigt d'honneur ou le logo de BTS qui remplacera Zidane à la fin de l'événement, il y a eu un truc vers 5h du matin qui était très bref mais plutôt iconique. Un cul. Un cul qui sera baptisé le cul de Airplace. Il se fera très vite censurer par un gros rectangle noir, mais c'était quand même assez drôle pour troller la communauté française de Reddit. Assez peu de gens en parlent, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais quand même, c'était rigolo. Est-ce que vous connaissez les creepypasta? Je crois qu'on en a déjà parlé vite fait sur la dernière vidéo de la chaîne, mais pour vous rafraîchir la mémoire, c'est des légendes urbaines d'internet qui partent d'une légende déjà existante ou sinon de dessins animés, de jeux vidéo, de photos random, etc. Vous devez peut-être connaître le Slenderman et son costume, Jeff the Killer et son histoire affreusement mal écrite, Ben Drowned et sa statue horrible ou encore Condell Cove et son émission tout droit sortie des enfers. Il y a des chances que si vous êtes de la génération 80-90, vous soyez passé à côté de tout ça, mais leur impact sur internet et sur le monde de l'horreur aura été de plus en plus gros au fil des années, surtout vers le début des années 2010 quand les creepypasta commenceront à se démocratiser. Évidemment, on a eu de très bonnes choses, comme d'autres qui étaient vraiment pas folles. Et dans ce tas de creepypasta, on y retrouve I'm Sorry John, tiré du personnage de Garfield, un chat roux au trait noir et... Vous connaissez Garfield. Tout le monde connaît Garfield. C'est dans une parodie un peu horrifique parue le 22 octobre 2013 que tout commence, que l'artiste Double Baby tourne l'habituel humour absurde des comics en horreur. C'est une creepypasta qui parodie un peu le comportement de Garfield qui a constamment faim dans les comics comme dans les séries animées et qui est franchement efficace. Je suis assez fan du style graphique et on arrive quand même à comprendre l'horreur avec quelques cases en BD. Enfin bref, c'est malheureusement passé à côté des feux des projecteurs un long moment, mais la créature a été rajoutée beaucoup plus tard dans le lore de la fondation SCP. Une autre creepypasta collaborative super intéressante dont on reparlera sûrement un jour sur la chaîne. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, mais elle était vraiment pas bien, alors j'ai envie de rattraper le coup. Pour résumer, la fondation SCP est une organisation gouvernementale et militaire qui a pour mission de confiner, protéger et de comprendre toutes les anomalies possibles et imaginables dans les différents sites de la fondation à travers le monde. Aujourd'hui, on les compte par milliers. C'est quelque chose qui a commencé au début des années 2010 sur 4chan et qui continue encore aujourd'hui. Cette version de Garfield fait partie des créatures de ce qu'on appelle les SCP, sous le nom SCP-3166. Et dans sa description, il est décrit comme ça. SCP-3166 est
est une entité humanoïde de 2,1 mètres de haut, présumée de nature pataphysique qui se manifeste lorsque la franchise Garfield rencontre des difficultés de réception auprès du public. L'enveloppe extérieure de SCP-3166 ressemble à un costume rudimentaire de Garfield, composé d'après une inspection sur le terrain de véritables poils de chat. Cependant, l'analyse de sa composition sur le terrain a révélé que sa masse interne est entièrement composée de pâtes, plus précisément de lasagne. Je vous laisserai lire sa fiche SCP de votre côté si vous le voulez, parce que je veux éviter de m'éterniser sur le sujet, et aussi parce que vous êtes sûrement en train de vous demander le rapport avec Reddit. On y est. Le 12 septembre 2018, l'utilisateur u/MNVZ publie ce très court comic strip dans le subreddit r/surrealmemes. Garfold, à cause d'une recherche perpétuelle de besoins dont je n'ai jamais besoin, je trouve que mon existence est dépourvue à la fois de bonheur et de malheur. Garfold ? Et c'est 6 jours plus tard, le 18 septembre, que la dessinatrice ultra talentueuse Catherine Burke publie sur Instagram ce dessin terrifiant de Garfield tenant John à une main et lui demandant de lui apporter plus de lasagne. Il aura pas mal de succès pour une petite creepypasta et Catherine publiera ensuite ses 4 dessins qui deviendront tout aussi connus, surtout sur Reddit avec celui-ci qui aura plus de 64 000 upvotes, ce qui est immense même encore aujourd'hui. Et à peine 2 semaines plus tard, le 8 octobre 2018, le subreddit r/I'mSorryJohn est lancé et toute une communauté partage ses créations sur la creepypasta, en passant par les fanarts, de la 3D et même un court métrage d'analogue horror. Les gens sont super passionnés par ce qu'ils font là-bas, ça vaut vraiment le détour. Et surtout, ça prouve l'impact culturel qu'une simple parodie de Garfield peut avoir sur internet. Ah, et puis c'est sans parler de la série de vidéos par Lumpy Touch sur le sujet qui reprennent l'histoire avec une esthétique très rétro et vintage. Et enfin, cette vidéo qu'il aura faite qui deviendra carrément une icône de ce qu'on appellera plus tard Gorefield. Le subreddit I'mSorryJohn est encore plutôt actif aujourd'hui et c'est quand même vachement beau de voir cette fibre de création qui se partage d'année en année. Pour la dernière entrée de cette strate de l'iceberg et cette vidéo, j'avais envie de vous parler d'une légende, d'une vraie légende, à tel point qu'un nombre incalculable de personnes connaissent son nom à travers Reddit, l'utilisateur u/fuckswithducks. Tout est dans le nom, enfin presque. On peut le traduire par u/baise avec des canards, mais pas n'importe quel canard. C'est encore plus absurde que ce que vous pouvez penser. Fuckswithducks, c'est un gars qui est actif sur Reddit depuis juin 2014 et qui a déjà commencé à montrer un intérêt pour les canards en caoutchouc dès ses premiers posts dans des subreddits liés au porno. Voici la vidéo. Qu'est-ce que c'est que cet objet jaune sur le micro-ondes, au fond? Je crois que c'est un canard en caoutchouc, mais vous pensez que c'est autre chose? C'est un endroit bizarre pour un canard en caoutchouc, mais je suis curieux. Et 3 mois après, il revient de nulle part. Je recherche une personne possédant l'un de ces 2 canards en caoutchouc pour réaliser des vidéos personnalisées. Il faut absolument que ce soit ce modèle précis et on ne le trouve plus dans le commerce. J'espère donc trouver quelqu'un qui en possède déjà un. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Oui, ça a été posté sur des subreddits de porno. Il y a aucune blague. Et plus tard, il demandera aux utilisateurs du subreddit r/movies s'ils connaissent des films avec des canards en caoutchouc dedans. Il balancera même une petite liste non exhaustive de ses scènes préférées. Je vous jure, on dirait que c'est un personnage tout droit sorti d'un rêve, c'est tellement spécifique, ça me fume de rire. Il postera cette photo du professeur Rogue d'Harry Potter dans un bain avec plein de canards en caoutchouc et mon dieu, qu'est-ce que je suis en train de lire. Le pire, c'est que c'est vraiment les premiers posts du compte et ça dure pendant des années et des années. La quasi-totalité de ses posts ou de ses réponses concerne soit des canards en caoutchouc, soit des canards tout court en fait. Il parlera aussi d'un montage sur lequel il sera en train de travailler à base de tous les extraits de films ou même des films porno. On pouvait voir un canard en plastique avec une chanson de Sesame Street en fond. Et quand il est devenu de plus en plus une star sur Reddit, les gens ont commencé à le ping pour à peu près tout et n'importe quoi concernant les canards ou les canards en plastique, jusqu'à ce qu'il confirme l'un de nos doutes. Sous un post du subreddit AskReddit dont on a parlé en début de vidéo, un utilisateur du nom de u/fabs2ducks, donc littéralement se poncer le manche sur des canards, parle d'une anecdote assez dégueu qui lui est arrivée avec son zigounoun. Je vais pas vous faire l'affront de vous la lire, ce qui nous intéresse c'est ça. Ta mère est en mode, on va le laisser, la sélection naturelle décidera de son sort. À en voir mon pseudo, ça c'est pas bien terminé. Est-ce que je peux te présenter Fuckswithducks? Non, c'est le gars qui baisse des canards. Moi, je me contente de rester dans mon coin et de me faire du bien. C'est un taré. Wow, tu te trompes complètement. Je ne baise pas de canards en caoutchouc, je baise avec eux. S'il y a quelqu'un qui s'occupe de la baise, c'est ma copine. Donc, Fuckswithducks fantasme sur les canards en plastique. Et c'est ça qui va forger sa légende. Vous pouvez parcourir vous-même son compte, il ne parle que de ça. Il a même posté cette photo, il a appelé ça une duck pic. Le gars lâche rien, c'est un tueur. Je vous parle pas de sa recherche personnelle de son canard en plastique parfait, celui-là, qu'il essaiera de trouver par tous les moyens possibles, mais en tout cas, les années passèrent, il répondra un jour sous un post de AskReddit nommé « Qu'est-ce qui vous a déjà soudainement excité sexuellement ?» On triait nos vieux livres d'enfance pour les donner à une association, et ma copine a trouvé ce livre d'images de Sesame Street que j'avais sûrement eu quand j'étais petit. Elle allait s'en débarrasser, mais je voulais le garder. Elle a commencé à me le lire pour me taquiner. Quand elle est arrivée au passage où Ernie prend un bain moussant avec son canard en caoutchouc, d'une voix taquine, ça a réveillé en moi quelque chose que j'ignorais. On a gardé ce livre, et maintenant elle me le lit pour mon anniversaire, avant qu'on fasse l'amour dans le bain moussant. Aujourd'hui, sa réponse a accumulé 49 000 upvotes. C'était la consécration. Et les gens qui suivaient Fuckswithducks depuis longtemps étaient tous sur le cul. On apprend enfin l'origine story. On assiste à un moment historique.
Moi, je suis venue ici juste pour dire ça et faire partie du screenshot. Mec, j'ai attendu des années pour voir ça. On a enfin trouvé ce que c'est Queenie Fuck with Dogs. C'était incroyable, vous vous en rendez pas compte, les gens devenaient fous. Ce gars, quand je dis que c'était devenu une légende de Reddit, j'exagère pas du tout. Des centaines voire milliers de personnes étaient venues assister à ce moment, après des années de ce que les gens pensaient être un troll ou juste un mec bizarre. On a l'origin story du personnage principal, c'est presque inspirant en fait. Il restera actif encore quelques années sur Reddit, toujours aussi adulé par ses fans, dont j'aurais kiffé faire partie à cette époque. Jusqu'à son post le 26 septembre 2021, dans le subreddit dédié aux jeux vidéo Nickelodeon All-Star Brawl, un jeu de combat avec plein de persos de chez Nickelodeon. C'est là que le voice actor du père de Jimmy Neutron avait organisé une AMA, Ask Me Anything, ou une FAQ si vous préférez, et que Fucks with Dogs enverra son dernier message. Merci pour cette séance de questions-réponses. J'ai adoré l'interprétation de Hugues Neutron. Tu as été la star de chacune de tes scènes. Si Hugues Neutron était un personnage d'All-Star Brawl, comment se servirait-il de ces canards en plastique dans ses moves? Ou alors, est-ce que les canards sont-ils plutôt faits pour être câlinés que pour se battre? Les canards sont faits pour être aimés. Tu peux pas te battre avec un canard, ils sont trop fragiles. Et c'est depuis ce jour que nous n'avons aucune nouvelle de Fucks with Dogs. Beaucoup de gens supposent qu'il est décédé d'un cancer en début 2022, mais rien n'a été officiellement confirmé. C'est donc ici qu'est signée la fin d'une légende de Reddit. Un homme anonyme, mais tout de même adorable, qui aura su respecter son prochain et faire abstraction du jugement des autres. Aujourd'hui, le subreddit r/fuckswithdogs lui est dédié, avec plein de membres qui partagent des photos et des vidéos de canards en plastique pour lui rendre hommage. Et c'est peut-être l'une des plus belles choses d'internet, rassembler des gens autour d'un seul et même thème, aussi étrange soit-il, mais avec la bienveillance qu'il aura toujours mérité. Voilà, c'était la première partie de l'iceberg et sûrement la plus courte. Réaliser son propre iceberg, c'est pas quelque chose de simple. Parce que même quand on voit la taille de certains autres sujets de Reddit, on va pas se mentir, on peut pas tout aborder. Et ça vous mènerait nulle part de vous parler du compte de Bill Gates ou du subreddit qui parle de chaises perdues au milieu de l'océan. J'ai quand même essayé de caler quelques sujets un peu random comme le subreddit OnlyFans ou le cul de Workplace, histoire de détendre un peu l'ambiance. Et je ferai un peu la même chose dans la partie 2 de l'iceberg. J'espère que ça aura pas été trop long, mais en tout cas j'ai pris énormément de plaisir à réaliser cette vidéo. Et je suis aussi trop fier d'avoir pu faire participer des gens de la communauté pour doubler des posts Reddit. Leur nom sera en description, et d'ailleurs merci d'en faire partie, vous avez vraiment fait du super boulot. Si ça vous intéresse aussi d'avoir votre voix dans la prochaine partie de l'iceberg, vous aurez qu'à me contacter sur Instagram ou Discord et de respecter ce critère, qui est très important. Genre, s'il vous plaît. D'ailleurs un micro de téléphone ça suffit, s'il est bien et que c'est assez audible, c'est ok. Bref, tout ça pour vous dire merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je sais que beaucoup de personnes s'attendent déjà à ce que je traite de sujets un peu sombres, mais ça arrive bientôt. Pas tout de suite encore. Là, on est plutôt sur de la détente. Après on en reparle. Faire une vidéo comme ça demande beaucoup de travail, mais avec un rythme d'environ une vidéo tous les mois ou tous les 1 mois et demi, je pense que vous êtes assez gâtés. C'est juste que cette vidéo a été assez longue à produire parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses dans ma vie privée, mais ça s'est calmé et peut-être que là, pour la partie 2, sera un peu plus facile étant donné que j'ai déjà les sujets que j'ai trouvés et j'ai juste à écrire dessus. Là où en fait pour cette vidéo là, j'ai dû prendre énormément de temps pour découvrir chaque sujet, écrire sur chaque sujet et trouver les sujets de la prochaine vidéo. Donc là on peut estimer que je suis en avance au niveau de l'écriture. Je peux pas encore vous dire quand est-ce que la partie 2 sortira, mais je sais un truc, c'est que le 13 mai, soit l'anniversaire des 6 ans de la chaîne YouTube, on va peut-être faire un live stream sur Twitch. Donc si vous voulez passer faire coucou, dire quelque chose, je sais pas, vous me soutenir, ce serait super gentil de votre part. C'est gratuit, ce sera sur Twitch. Mais en tout cas je sais que ça va être super bien, j'ai préparé un super gâteau d'anniversaire. Mais voilà, si vous avez l'occasion de passer sur la chaîne Twitch vers 18 h, ce serait super cool. En tout cas j'ai vraiment hâte de vous proposer la suite de cet iceberg parce qu'il y a du très lourd qui arrive. Bref, on arrête d'en parler, merci de me suivre. Merci de me suivre sur cette aventure sur YouTube, ça me fait super plaisir. Je vous invite à vous abonner, évidemment, à me suivre sur Instagram, sur Twitch ou même surtout sur Discord où on a un serveur qui est de plus en plus actif avec de plus en plus de personnes. Je vous assure, j'ai fait des rencontres incroyables grâce à ce serveur. Ou même comme d'habitude à écouter ma musique sur Spotify. Je sais que le prochain volume d'ambiance arrive bientôt. Et c'est peut-être le meilleur. Et je vais arrêter de m'éterniser et vous dire au revoir. Parce que cette vidéo était affreusement longue. Mais j'espère qu'elle vous a plu, ne serait-ce qu'intéressé quand même. Et je vous dis à bientôt, peut-être courant fin mai, peut-être. Espérons que je sorte la vidéo avant le mois de juin. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée. Prenez soin de vous. C'était Epsis. Au revoir.